Ok, bon, merci, bonjour à tout le monde et bienvenue au téléséminaire international des INRM du 3 décembre 2021. Et nous avons donc aujourd'hui le plaisir d'écouter Siem Aken Kasdali, qui est maître de conférence à l'École normale supérieure de Kouba à Alger, en Algérie, et responsable de la cellule de formation et de l'enseignement en ligne à cette école normale supérieure et également enseignante au lycée international Alexandre Dumas d'Alger, où elle conduit en particulier le congrès Matandjelaba. Et je crois que c'est ce dont elle va parler. Donc, le titre de sa conférence, c'est la recherche et les TICE, un duo au service de l'appropriation des notions mathématiques au lycée. Siem, c'est à vous. Merci. Ok, merci beaucoup. Bonjour à tous. Heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je vais d'abord partager ma présentation. Voilà. Est-ce que vous la voyez? Vous la voyez? Oui, nous Oui. la voyons. Merci. Ok, donc je passe en mode diaporama. Moi, je vais enlever les caméras des participants, donc pour laisser Siem seul en scène. Ok, c'est bon? Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous exposer donc un travail de recherche qui articule le processus de recherche et les TICE, que j'ai nommé un duo au service de l'appropriation des notions mathématiques au lycée. Je suis enseignante de mathématiques aussi bien à l'École normale supérieure de Cuba et aussi à Alexandre Dumas, mais en même temps, j'enseigne les technologies vu que j'ai un double diplôme au niveau des masters de didactique qui sont enseignés au niveau de l'ENS de Cuba. Pour présenter cet exposé, je vais adopter ce plan. Je commencerai par une petite introduction, ensuite présenter le contexte d'étude et d'annoncer la problématique poursuivie, la méthodologie. Ensuite, je présenterai les quelques sujets de travail ou la matière première sur laquelle cette présentation s'appuie, les résultats et bien sûr, à la fin, discussion et conclusion. Cette étude, en fait, elle porte sur des documents d'élèves. C'est des élèves de lycée au niveau du lycée Alexandre Dumas d'Alger qui ont participé à des dispositifs ludiques qui ont pour objectif de faire aimer les mathématiques, de faire découvrir les mathématiques autrement. Comment? Par la recherche. C'est-à-dire qu'on initie nos petits élèves de seconde et de première à faire de la recherche proprement dit en mathématiques. J'arrive au contexte d'études. Nous avons 2 dispositifs en fait, dans ce sens au LIAT. Un premier dispositif qui a été mis en place, dès l'année scolaire, donc 2015-2016. C'est là où on avait tenté, pour la première fois ce qu'il s'appelle maintenant chez nous Matandjelaba. C'est un peu le Matandjine version, algérienne, je dirais. Donc il concerne des élèves de seconde. Ensuite, depuis maintenant, ça va faire la 3e année, le LIAD a aussi à la prestigieuse Amat Engine. Nous avons quelques équipes qui ont déjà participé. Donc, tout le travail va s'articuler sur les documents qu'on construit ces élèves-là. Pour le contexte d'études, je reviens. Donc, sur le plan organisationnel, c'est des élèves de seconde pour Matandjelaba et c'est des élèves de première pour Matandjins. Alors, le travail, c'est un travail d'équipe. Les élèves sont organisés en équipe de 4, ça peut aller jusqu'à 6, rarement jusqu'à 8. Et chaque équipe dispose d'un sujet propre à elle. Donc, ils ont un objectif à construire. Alors, ils sont encadrés par, il y a une équipe d'enseignants qui se propose pour encadrer ces élèves. Alors, ces enseignants n'ont pas le droit d'intervenir sur le volet disciplinaire ou le volet, je dirais, cognitif du travail proprement dit, mais par contre, ils ont le droit, ils n'opèrent que sur le plan organisationnel, méthodologique, la gestion du temps. Ils ne font que ça. Le reste, c'est vraiment le pur travail, le pur produit de l'élève. Donc, c'est à lui, c'est à l'élève seul
de trouver toutes les pistes, trouver les démarches, trouver les réponses au sujet qui lui est proposé par des universitaires. Donc, c'est un universitaire qui confectionne le sujet et qui le propose au début donc, du lancement, en général en octobre, aux élèves. Les élèves choisissent d'eux-mêmes le sujet qui leur plaît, s'organisent en équipe et commencent le travail. Donc, ils sont dans une salle équipée, ils se voient en présentiel, donc en moyenne en 1 heure, ils ont une séance par semaine avec leur encadreur et en équipe, et ils travaillent autour de leur sujet. À la fin de même pas de l'année, donc vers mars pour Matangine et vers mai pour Matangé-là-bas, donc ils ont une présentation publique à faire. Donc pour Matangé-là-bas, c'est vraiment comme une petite soutenance qu'ils font devant un jury. Ils présentent leur travail, ils doivent répondre à des questions et la meilleure équipe gagne. Et dans Maintenant Jeans, donc c'est une présentation en public qu'ils font devant tout le monde. Donc l'objectif, c'est vraiment d'adopter la posture d'un apprenti chercheur et de répondre aux sujets qui leur sont proposés. Alors sur le plan didactique, ils ont donc de vraies situations problèmes qui leur sont proposées. Il n'y a aucun formalisme mathématique qui est proposé dans ces situations problèmes. Donc l'élève doit découvrir quelle est la question mathématique pure et dure qui se trouve derrière ce sujet qui lui est donné. Il n'y a aucune orientation, aucune aide. Donc l'élève peut vraiment emprunter toutes les pistes possibles et imaginaires. On s'est même retrouvé des élèves à s'orienter vers la physique, à s'orienter vers l'architecture, non, selon la nature du sujet, bien entendu. Oui, il a fallu recadrer et les faire revenir aux mathématiques et délimiter, bien entendu, le sujet de recherche en question. Donc, en résumé, l'élève doit s'approprier le sujet, il doit identifier la question mathématique qui se cache derrière son sujet et les sous-questions sous-jacentes à son problème. Et bien sûr, identifier les variables et comment elles s'articulent entre elles et le modèle mathématique, je dirais de façon bref, et de tester par moment, valider ces démarches de résolution et d'investigation. Donc, l'expérience, je l'ai dit, ça a démarré au LIAD. Donc, pour la première fois, c'était en année scolaire 2015-2016. Alors, c'est des notions, l'élève se retrouve en face de notions et de concepts qui ne sont pas toujours connus, vu le niveau d'études où il est. Ils ont recours à une médiation. Souvent, ils font de la recherche sur Internet, ils font appel à des spécialistes, ils recherchent dans des livres qui ne sont pas toujours à leur portée. Ils font appel, ils instrumentalisent, je dirais, leur démarche par des logiciels, des applications. Donc, ce qui nous intéresse dans cette recherche, en fait, c'est d'identifier, mais à quel moment cette instrumentalisation rentre en jeu dans ce processus de recherche et surtout dans quel objectif? Qu'est-ce que ça leur apporte? Donc, ça les aide comment à se surpasser? Parce que l'expérience fait que, elle a témoigné que les élèves finalement arrivent à présenter des notions qui ne sont pas du tout de leur niveau, et parfois que ça dépasse largement leur niveau et ils réussissent quand même, mais par ces processus, je dirais, d'instrumentalisation par les TIS. Donc, pourquoi et comment cela se fait, cela s'articule entre la recherche et les TIC. Donc, c'est de là que démarrait notre problématique, que comment les TIS et la recherche, les processus de recherche s'articulent pour trouver parfois des solutions à des problèmes qui, a priori, pour les élèves, ne paraissent pas évidents. Alors, côté méthodologie, donc, je vais ici, on a eu beaucoup de promotions depuis 2015-2016 entre les 2 dispositifs. J'ai fait le choix délibéré de choisir de vous présenter 2 travaux de Matangine et 2 travaux de Matangé-là-bas qui m'ont paru, intéressants et où il y a, l'usage des TIC dans la recherche elle-même. Alors, je m'appuierai sur ça, je vous montrerai des captures d'écran, des présentations qu'ils avaient établies à l'époque. Donc, on est à la recherche de tout ce qui est processus de recherche, mais aussi processus d'instrumentalisation lors de leurs travaux. Alors, aussi, j'avais essayé de faire des entretiens avec des élèves, donc je leur avais envoyé un petit questionnaire en ligne
afin d'avoir un peu le volet, le pourquoi, comment à quel moment vous avez ressenti le besoin d'utiliser les TICE, etc. Malheureusement, je n'ai pas eu suffisamment de retours pour pouvoir dire que mon étude est significatif. Donc, sur les 5 promotions que nous avons, j'ai eu à peine 4 élèves qui m'ont répondu. Donc, je dirais très brièvement ce que certains m'ont répondu, pas plus. Donc, avant de commencer à présenter les résultats, je vous présente d'abord les sujets que nous allons analyser ensemble. Donc, un des premiers sujets, celui de Matan Djellaba de 2017-2018, il s'appuyait sur un problème d'évolution de la sardine en Algérie, donc, et de ses prédateurs en même temps. Donc, sous certaines conditions d'évolution de la population, aussi bien des proies et des prédateurs, enfin des prédateurs et des sardines, il fallait trouver le modèle mathématique qui allait représenter cette évolution de la sardine. Pardon, j'avance un peu trop vite et d'interpréter, de trouver comment on peut garantir une évolution suffisante de ce poisson, enfin de la sardine, dans le temps. Donc voilà comment se présentait le problème. Vous voyez bien qu'il n'y a pas d'équation, il n'y a pas de x, il n'y a pas d'f c'est vraiment, il n'y a pas de formalisme, a priori. Un autre problème de Matan Djellaba, toujours, la même année, les feux de l'amour. Donc là, l'universitaire avait proposé donc, on a 2 femmes et 2 hommes. Donc, on a Yakout qui aime Ali, Ali qui aime Fella et Fella qui aime Marwan et Marwan aime en même temps aime en retour Yakout. Donc, on a 4 personnes. Alors, ces 4 personnes, le problème fait qu'ils les positionnent à l'intérieur, dans les sommets des carrés et ils doivent se déplacer. Chacun doit se déplacer vers celui qu'il aime ou celle qu'il aime. Et vont-ils finalement se rencontrer? Donc, il n'y a aucune information sur où est-ce qu'ils vont se positionner. Il y a une vitesse à respecter, non, oui, non. Il y a des obstacles, oui, non, il n'y a pas. Mais en fait, ils doivent se positionner sur les sommets et il fallait donc trouver la trajectoire ou la bonne trajectoire qui allait faire que chacun allait retrouver ou rencontrer son bien-aimé. Donc, voilà. Maintenant, je passe à un autre sujet qui est un sujet qui a été présenté à Matangis en 2019-2020. Donc là, on a un roi et sa reine qui discutent autour de la construction d'une arcade. Alors, le roi qui affirme que pour construire une arcade, il faut utiliser un mortier, alors que la reine, non, elle dit que non, j'en suis pas si sûre, on peut parfaitement construire une arcade et sans mortier. Et donc, à telle raison. Et bien sûr, des, il y a des mathématiques derrière. Bon, j'y reviendrai sur les détails un peu plus tard. Donc, un autre sujet que je pense tout le monde connaît un petit peu, l'histoire des boîtes. Je pense que tout le monde connaît le jeu qui passe à la télévision, le jeu des boîtes là, où on a le droit d'échanger la boîte si on pense qu'on a le maximum d'argent à l'intérieur, ou on peut encore changer ou au contraire garder la boîte. Donc, c'est un peu le même principe, mais ici, on parle de pâtisserie. Donc, l'idée derrière, c'est on a une boîte et chacune contient un nombre différent de pâtisseries. Le gagnant, bien évidemment, est celui qui va tomber sur la boîte qui contient le plus de pâtisseries. Donc, la question dans ce sujet est de trouver la stratégie gagnante. Comment faire pour s'assurer de tomber sur la boîte qui contient le maximum. Voilà. Donc ça, c'est les sujets qui ont été présentés aux élèves et qu'ils ont délibérément choisis, sont organisés en équipe et qu'ils ont travaillé depuis octobre jusqu'à mars ou mai. Alors maintenant, les résultats, donc comment les élèves se sont appropriés et comment ils ont résolu ces problèmes-là. Je reviendrai donc au problème de la sardine. Donc, on avait dit que c'était une histoire d'évolution entre la sardine et ses prédateurs et il fallait trouver le modèle mathématique qui allait représenter cette évolution. Donc, les élèves devaient problématiser, donc trouver la question mathématique qui se cachait derrière. Donc, ils nous proposent comment avoir une population suffisante de sardines à long terme, tout en présentant celle de ses prédateurs. Bien sûr, il y a un écosystème à préserver, donc l'évolution doit se faire en même temps.
Donc, il y a eu au début, là je recense un peu l'historique des choses, comment elles se sont déroulées. Il y a eu une difficulté, chez les élèves de mathématiser le problème et surtout de comment, d'identifier les variables dépendantes et indépendantes et comment elles s'articulaient entre eux. Il y a eu difficulté, donc trouvée et certains ont même, dû abandonner parce qu'ils n'ont pas ils pensaient que c'était un problème qu'ils ne pouvaient pas résoudre. Donc ensuite, ils ont commencé à chercher une démarche mathématique pure et dure. Donc ils ont eu recours à internet et ils ont trouvé, le fameux modèle que tout le monde connaît, le cas Volterra. Donc ils ont essayé de comprendre, la notion ou les notions relatives aux équations différentielles et d'expliquer donc, ce modèle, de résolution de cas Volterra. Alors, ils n'ont pas réussi à s'approprier ce modèle d'équation différentielle. Ils ont donc à ce moment-là essayé de trouver des applications numériques, des logiciels qui peuvent, intégrer leurs données d'évolution et cetera, pour pouvoir, leur proposer ensuite la formule mathématique. Ils n'ont pas trouvé non plus, donc ils ont dû abandonner cette méthode. Au bout d'un moment, donc, ils sont, convertis vers les suites. Alors, je rappelle que c'est des élèves de seconde qui ne connaissent pas encore la notion de suite, mais bien entendu, ils connaissent parfaitement et depuis la classe de troisième, la notion de fonction. Alors, ils ont, eu recours aux suites, récurrentes. Ils ont donc défini le modèle, par 2 suites. Une suite relative donc et qui va représenter l'évolution des sardines, avec Sn, c'est l'évolution des sardines et n représente le nombre d'années et Pn, c'est, l'évolution donc, c'est la suite qui va représenter l'évolution des prédateurs. Donc, tenant compte de l'évolution, de leur proportionnalité entre l'évolution des prédateurs et des naissances, et cetera. Donc, ils vont, prendre en compte tout ça et expliquer, comment les termes vont se construire et comment la formule va être donnée à la fin. Donc, il y a la notion de récurrence qui va émerger. Les élèves prennent en compte, ils sont tout à fait conscients de l'évolution des 2 populations en même temps et ils construisent le modèle. Alors, ensuite, ils donnent la formule de l'évolution des sardines, la formule d'évolution définition des définitifs et celle des prédateurs. Alors le modèle, on le sait très bien, ils l'ont trouvé sur internet. Il n'y a pas eu, un effort, au-delà de ça, mis à part que de s'approprier, je dirais, le modèle et de comprendre le sens de chaque variable, de chaque, notion qui est, expliquée ici. Ensuite, donc ça, c'est la formule relative aux prédateurs. Ensuite, ils passent à Excel. Donc, c'est là où c'est intéressant parce que c'est là où ils vont donner du sens, ils vont revenir à des choses qu'ils maîtrisent. Donc, ils vont mettre des variables comme ça, des notions et ils vont ensuite schématiser, enfin, ils vont tracer le graphe d'évolution des 2 populations et identifier les moments où ça évolue, ensuite ça croît, ça décroît, ça croît, ça décroît. Et ils reviennent à la notion de l'interprétation du graphique qui donne tout le sens pour eux à la formule mathématique annoncée avant. Donc, les élèves, ils vont valider donc, le modèle. Ils vont dire que le modèle répond à la question mathématique qui était cachée dans leur sujet. C'est une solution fiable, c'est les termes qu'ils utilisent et ils peuvent identifier à quel moment les 2 suites sont égales et donc au bout de combien de nombre d'années et les 2 seront à quelle année, on aura, une égalité entre les 2 populations. Voilà et après la démarche, ils annoncent les résultats. On arrive à la proposition de perspectives. Alors pour eux, les perspectives, ils vont, nous proposer d'intégrer la notion du taux de pêche et de le mettre en considération dans le phénomène d'évolution des 2 populations. Intéressant parce que là, ça complexifie en quelque sorte, leur problème
et ils adoptent effectivement une vraie démarche de recherche une recherche quand elle se termine, bien évidemment, elle ouvre le champ vers une autre recherche, selon leur niveau, bien entendu. Je passe, donc oui, alors, là, ce qu'on voit ici, c'est que les élèves prennent compte que les modèles mathématiques ont le pouvoir de décision et ça, c'est très important. Alors, si on lit ce qu'ils nous ont écrit là, on comprend que, par le modèle qu'ils ont proposé, ils peuvent prévoir, ils peuvent, voilà, je voulais parler surtout de cette, compréhension, cette utilité des mathématiques, parce que souvent c'est une question qui revient de nos élèves: «À quoi me servent les mathématiques?» Et ben, cette équipe a pu prouver que ça sert aussi à des modèles de décision et c'est très important, je trouve. Je passe maintenant à un autre sujet, l'effet de l'amour. Donc on avait 4 personnes, chacun aimait un autre, qui en aimait un autre et cetera. Donc il fallait les positionner au sommet d'un carré. Ils se déplacent, vont-ils se rencontrer? Donc, les élèves nous proposent donc une vraie démarche IMRAD, si je peux dire, introduction, problématique, méthodologie, résultat, perspective. Ils respectent vraiment le modèle classique de présentation d'un article de recherche. Problématisation de ce problème ne leur a pas pris beaucoup de temps. Ils ont tout de suite identifié la bonne question de trouver la bonne trajectoire. Donc, voilà, il modélise ainsi, il problématise, je dirais comme ainsi. On a 4 personnes, alors A M B, B M C, C M A, D M A. Tous les personnages décident de se diriger vers leur bien-aimé. En même temps, vont-ils se rencontrer? Oui, quelle est la trajectoire empruntée par ces personnes? Alors, ils expliquent ensuite qu'ils ne prennent pas en compte, plutôt, ils décident que la vitesse est constante et identique pour les 4 personnes. Il n'y a pas d'obstacle sur le chemin et sur cette base-là, ils nous proposent, une première approche plutôt intuitive par tâtonnement, donc sur, papier, à la classique, je dirais. Ils dessinent 4 carrés. Ils positionnent les personnes de différentes manières, hein, donc ils mettent A, B, C, ensuite ils mettent A, C, B et cetera. Ils mettent vraiment au hasard et ils se rendent compte que finalement, tout le monde ne va pas les personnes ne vont pas se rencontrer tel qu'il est demandé dans leur problème. Donc c'est une, démarche non aboutie. Ils changent de méthode et là, ils se rendent compte qu'il y a le facteur aléatoire, comment positionner les gens, sur les sommets de ce carré et ils décident d'instrumentaliser leur approche et c'est là où ça devient intéressant, où les TIC rentrent en jeu. Ils vont construire, 3 programmes. Le premier programme, donc tel ils l'expliquent eux, ils placent aléatoirement les personnages, donc représentés, par des papillons, enfin par des icônes sur le logiciel Scratch. Ils ont utilisé le logiciel Scratch. Donc, première, ça répond à la démarche. Donc, ensuite, ils vont même aller au-delà d'un carré. Ils vont faire un programme qui va nous poser la question dès le départ, est-ce que je veux un carré, je veux un polygone, je veux un hexagone, un pentagone, etc. Donc, je peux choisir autant de sommets que je veux. Donc, je peux augmenter le nombre de personnes et un autre programme qui va repérer ou qui va nous donner les coordonnées de déplacement de chaque personne. Ce qui est intéressant parce que ça va leur ouvrir une piste à autre chose. J'y arrive. Alors, voilà le premier programme. De toute façon, je vais vous montrer le programme en action. Donc, il demande le nombre de côtés, il calcule les coordonnées des sommets du polygone et l'autre qui distribue aléatoirement chaque sommet à un personnage. Donc, ils sont vraiment à chaque fois mis au hasard. Alors, voilà, ensuite, bon, calcul après chaque déplacement. Je vous montre le programme que les élèves ont construit. Alors voilà, un peu de patience. Alors, ça arrive. Donc, voilà le programme. Si je lance le programme, donc voilà les différents tableaux des coordonnées de Désolé, chaque Siem, personne. nous Oui? ne voyons que il faudrait partager l'autre, soit l'écran en entier, Ah oui, c'est vrai. soit Mmh. partager l'autre fenêtre. Donc attendez, je vais arrêter le diaporama. Vous voyez maintenant?
Est-ce que vous voyez quand même mon écran là? On voit votre écran, mais on voit uniquement le Oui, oui, je logiciel. sais. Je vais faire autrement. J'avais fait un lien hypertexte pour. Et là, maintenant, vous voyez le scratch? Toujours pas. Ah, Il faut donc il partager faut que je l'écran change en de entier. fenêtre. Mhm. D'accord. Voilà, ou changer de fenêtre. J'arrête le partage et je C'est ça. recommence. Voilà. D'accord. Option de partage. Je ne sais pas si je peux partager tout l'écran. Bon, Voilà, ça c'est je possible. préfère. Moi, c'est ce que je fais en général parce que ça m'embête de changer de Oui, fenêtre. parce que je compte refaire ça un peu plus tard. J'ai des vidéos aussi que j'ai préparées. Ouais. Alors, on peut dire un peu. Plusieurs participants peuvent partager. C'est où? Je ne sais pas trop. Partager Ah ben, l'écran. bon, je Si. vais, je vais repartager plus tard, c'est pas grave. Voilà. Est-ce que maintenant vous voyez le scratch? Vous Oui, le voyez? tout à fait. Donc ça, c'est le logiciel, enfin c'est le programme, pardon, qui a été préparé établi par les élèves. Donc si je le lance, donc là, je mets final, je sais qu'ils n'avaient pas effacé à l'époque le CDC. Ah, donc il me demande le nombre de polygones. Donc maintenant, si on se compte du sujet, alors regardez bien, il dessine le 4. Voilà, on voit maintenant les personnes qui vont commencer à se déplacer et les coordonnées qui vont s'afficher à fur et à mesure. Donc, on voit bien qu'ils vont tous se rencontrer au milieu, enfin au centre du carré. Et ils ont fait de façon à ce qu'on peut généraliser ça même à. Alors, je recommence, regardez. Pourquoi ça ne marche pas? Oui, voilà. Alors, nombre de côtés, maintenant si je mets 6, allez, par exemple. Alors, voilà, maintenant on voit les déplacements. Il y a un autre programme qui est en train de mettre les coordonnées en même temps. Donc, on voit que c'est des courbes et les 6 personnes vont se rencontrer donc aussi au milieu. Voilà, donc ça, c'est le programme établi par les élèves. Voilà. OK, je reprends maintenant mon PowerPoint. C'est bon? Oui, pas encore en diapo, mais oui, c'est bon. Parfait. OK, donc on était au Scratch. Voilà. Donc, ce Scratch, bien sûr, leur a permis de construire des compétences numériques parce que ça dépasse largement tout ce qu'ils font au collège. Et ça leur a un peu fait une compensation entre le numérique et ce qui était attendu mathématique. Donc, dans le sens où ils n'ont pas donné la trajectoire de façon mathématique, mais grâce au Scratch qu'ils ont trouvé. Donc, ils vont dire que oui, à l'aide du programme Scratch, les personnes vont se rencontrer, hein, mais on a deux formes possibles, curviligne ou droite. Et si on augmente le nombre de personnages, c'est aussi possible, mais avec l'algorithme, enfin le programme Scratch. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous offre une généralisation par le programme Scratch. Ils identifient les types de trajectoires. Ils nous disent bien que c'est des droites ou c'est des courbes curvilignes. Et ils nous offrent, ils se sont offerts, je dirais, des possibilités de construction du modèle mathématique sans le savoir. D'ailleurs, il en a fallu de peu pour leur dire, pour leur souffler le principe d'interpolation pour qu'ils comprennent ensuite, au bout de quelques semaines, ils reviennent avec ce principe d'interpolation qui n'est pas du tout à leur niveau. On sait qu'on n'apprend pas ça encore au lycée, encore moins en seconde. Donc, ils vont chercher c'est quoi ce principe d'interpolation. Ils vont comprendre que grâce au tableau des coordonnées des personnes qu'ils ont, ils vont pouvoir construire un modèle mathématique ou la fonction qui va leur dessiner leur courbe qu'ils ont trouvée. Donc, bien sûr, ils ne vont pas le faire en disant les formules de Taylor ou de Lagrange que nous connaissons,
mais ils vont donner la bonne je dirais, définition. Donc, c'est une approximation polynomiale et ils vont utiliser une application numérique, c'est des codes, une application en ligne, et ils vont finalement pouvoir établir le modèle mathématique, et c'est un polynôme du 13e degré. Donc là, je vous montre uniquement le premier terme parce que les nombres sont immenses. Je n'ai pas pu mettre toute la formule. Vous imaginez un polynôme de 13e degré. Donc là, ils ont repris sur le tableur d'abord toutes les coordonnées de la personne A, les coordonnées de la personne B, C, D, etc. Et grâce à ce tableau, ils intègrent ça dans l'application et ils ont bien sûr leur polynôme ou l'approximation polynomiale voulue. Et donc, les élèves proposent un vrai modèle mathématique. Ils prennent conscience que finalement, tout déplacement, tout, toute démarche, enfin, ici, c'est finalement une histoire de fonction et ça donne un sens en plus pour eux à cette notion de fonction. Et donc, ils ont respecté toutes les exigences que demande une recherche et plus encore, ils ont dépassé largement leur niveau pour donner une notion qui les dépasse. Ensuite, comme perspective, voilà ce qu'ils nous proposent. Ajouter des obstacles à l'intérieur du carré qui pourront représenter des obstacles. Ils ont défini, ils ont typologie ces obstacles, ça peut être religieux, familial, financier ou statut social, etc., qui obligeront donc les personnes de changer de trajectoire. Et à ce moment-là, comment s'y prendre? Voilà. Je passe maintenant à un autre sujet qui est un sujet de maths en jeans qui a été proposé en 2019-2020. Donc, c'est le sujet qui porte sur l'arcade à construire avec mortier et sans mortier. Donc, il faudra affirmer, est-ce que la reine qui dit que oui, on peut construire une arcade sans mortier, est-ce que c'est vrai, oui ou non? Alors, pour la problématisation, ça n'a pas pris beaucoup de temps, mais par contre, les élèves au départ sont allés dans tous les sens. Il y a certains qui sont venus nous voir avec des livres d'architecture, d'autres des livres de génie civil, de physique, loi de très compliqués vraiment. Ils sont allés dans tous les sens et au bout de quelques semaines, on a perdu plus de 50 de l'effectif de l'équipe. Au final, d'ailleurs, il n'y a que des élèves qui sont restés et ils ont finalisé ce travail. Ça a été vraiment un sujet où ils ont eu du mal à délimiter le champ et à comprendre qu'il fallait prendre uniquement l'aspect mathématique et à ignorer tout ce qui peut être autour d'un problème de construction proprement dit. Donc, ensuite, donc, ils sont appropriés un peu le problème. Ils ont défini les différents types d'arcades possibles dans le temps. Ils ont défini c'est quoi un mortier, à quoi il sert, etc. Et ensuite, ils sont fixés un type d'arcade. Donc, le type que je vous présente ici, qui représente un empilement de briques de même taille. Et ils ont compris tout de suite qu'il y a un axe de symétrie, donc ils vont travailler uniquement sur un seul côté, et l'autre, donc, ce sera pareil, et les forces vont s'équilibrer entre elles. Donc, ensuite, alors, ils ont commencé à feuille au papier, comme on fait tous en mathématiques au début, ils ont défini le principe d'inertie. Alors, pour ce principe, il explique bien que pour empiler deux briques l'une sur l'autre et que pour la deuxième ne tombe pas, il faudra que la deuxième, alors l'écart entre ce qui dépasse ici, ne dépasse pas la largeur de la première par 2. Donc, E doit être inférieur à L sur 2, au maximum. Donc, il faudra respecter, c'est le principe d'équilibre des briques entre elles. Alors, une fois qu'ils ont défini ça, ils vont donc modéliser ces emplacements de briques grâce au logiciel GeoGebra et où le M va représenter le déplacement des briques sur l'axe des abscisses, l'axe des Y. Et une fois arrivé à B, je suis au deuxième étage pour déplacer la deuxième brique, etc., etc. Et tout ça par des droites. Donc, voilà ce qu'ils nous ont fait au départ. Je pense que vous voyez la vidéo ici. Non, nous ne voyons pas la vidéo. C'est sur la diapo. J'ai fait exprès de. C'est sur la diapo.
Ça bouge, non? Ah d'accord, oui, ça bouge. Merci. Ok, de rien. Donc, le M se déplace et maintenant, ils vont le déplacer de façon à faire bouger la deuxième et avoir l'arcade. Voilà. Alors, ensuite, ils vont passer en 3D. Donc, c'est le même principe, hein, et ils expliquent que maintenant, c'est des équations de plan et non pas de droite, et à faire respecter. Donc, la deuxième brique, elle peut démarrer à partir du milieu, ok, au maximum. Et, euh, et ensuite, ils vont encore ils vont nous donner les coordonnées, c'est-à-dire le point où la deuxième brique va se positionner, le point où la troisième brique va se positionner. Donc, ils vont nous donner les différentes coordonnées possibles de ces briques. Ils passent à 4 briques qui nous donnent les équations des droites respectives, donc les plans limites à ne pas dépasser. Et il modélise encore ça sur GeoGebra pour montrer ce déplacement. Donc, vous voyez ici, ça, c'est leurs travaux, hein. Voilà. Donc, le point M, là, il est sur le plan. Maintenant, le plan OXZ. Et enfin, le plan sur l'axe des Z. Voilà. Voilà. Donc, ensuite, ils déduisent donc, de toutes leurs recherches à partir des coordonnées de position des points d'équilibre de chaque brique ou le centre, qu'en fait, c'est une histoire de barycentre. Voilà, et je reprécise, c'est des élèves de première qui n'ont pas encore vu de barycentre. Donc, en conclusion, finalement, ils arrivent à dire que oui, la reine avait raison. On peut parfaitement construire une arcade sans mortier. Et comme perspective, en fait, ils proposent de voir ce qui se passe lorsqu'on change de forme d'arcade, si on prend d'autres formes. Est-ce que le principe reste le même? Oui, non. Voilà, c'est la perspective qu'ils nous donnent. J'arrive au dernier sujet, celui des boîtes. Donc, on a une boîte fermée dont chacune contient donc, un nombre de pâtisseries qu'on ne connaît pas. Et le gagnant est bien sûr celui qui va choisir la boîte où il y a le plus de pâtisseries. Alors, mais il y a un principe, c'est que le joueur en question, il a le droit de choisir une boîte, mais il a le droit aussi le droit, tant qu'il n'ouvre pas, il a le droit de la changer. S'il ouvre, le jeu s'arrête pour lui. Donc, étant donné qu'il y a une droite, s'il ouvre jamais, eh ben, il s'arrêtera forcément à la énième boîte. Donc, la question dans ce sujet était de trouver la stratégie gagnante. Donc, comment faire? Quelle est la stratégie à construire pour savoir comment repérer la boîte où il y a le maximum de pâtisseries? Donc, les élèves ont problématisé donc, le problème ainsi. Donc, ils ont une boîte, OK? Donc, voilà un joueur, il peut choisir la boîte en question, là, tout comme il peut ne pas choisir la. Donc, je ne choisis pas cette boîte, je ne l'ouvre pas et je passe à une autre parce que je pense que la suivante, il y aura plus de pâtisserie ou quelque chose comme ça. Alors, la problématisation se fait de la manière suivante. Quelle est la meilleure façon de jouer? C'est-à-dire quelle est celle qui nous permet de trouver la boîte qui contient le plus de pâtisserie. Ensuite, ils commencent par une première approche. Donc, comment ils font ou comment ils raisonnent à ce moment-là? Eh bien, ils font une histoire de moyenne. Donc, ils prennent le nombre de boîtes total de pâtisserie, ils enlèvent le nombre de boîtes ouvertes, donc ils enlèvent le nombre de pâtisseries par-ci, par-là, divisé par le nombre de boîtes restantes. Donc, une histoire de moyenne en quelque sorte. Et ils font une comparaison entre la boîte en possession donc, et cette moyenne. Si bon, ce que j'ai dans ma boîte est plus grand que cette moyenne, je suis dans la stratégie gagnante, je suis gagnante, sinon, non. Alors, ça se tient, mais ils ont dû abandonner cette méthodologie de travail puisqu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient aucune information sur le nombre de pâtisseries qui est dans les boîtes.
Et du coup, c'était impossible de faire ce calcul. Donc, ils ont changé de stratégie. Ils sont revenus sur le principe d'imposition d'un temps d'arrêt. Donc, à un moment donné, intuitivement, on sait qu'on s'arrêtera au moment où je vais penser que j'ai le maximum. Donc, ils vont déterminer cette stratégie gagnante de différentes façons. Soit je m'arrête à la première boîte où je constate une augmentation, ou bien je tente le coup à la deuxième ou à la troisième. Soit je m'arrête à un nouveau maximum, donc j'avais déjà une augmentation, mais je m'arrête à un autre maximum, ou à un deuxième changement de maximum, une deuxième augmentation consécutive, donc je gagne deux fois, donc je ne tente pas la troisième, soit la première augmentation suivant une baisse, soit à partir de la troisième boîte ou la deuxième, s'il y a un changement de maximum. Donc ça, c'est les différentes stratégies que les élèves se sont données et qui vont finalement tester. Alors, comment ils font? Alors, ils se donnent le choix, enfin, ils se donnent 4 boîtes. Ils supposent que leur contenance est dans un ordre croissant, A, ND. Et donc, si on tombe sur la boîte D, c'est là où il y a le maximum. Maintenant, ils vont, sans s'en rendre compte, vers l'exploitation du factoriel de l'analyse combinatoire. Comment? Parce que, on va voir, ils vont tracer, donc, grâce à un tableur, voilà les stratégies. Donc, en rouge, c'est le D, c'est-à-dire le maximum de pâtisserie. Donc, ils vont faire le décompte de la fois où j'obtiens un D, donc je gagne et je m'arrête au D, donc à la première augmentation. Donc, ils découvrent le 4 factoriel et donc c'est le nombre de manières de mélanger les boîtes. Maintenant, ils vont ensuite calculer la probabilité de gagner. Donc, ils vont compter à la main, en première façon de faire, les différentes fois où ils vont tomber sur le dé. Ils vont trouver donc la probabilité est de 10 sur 24. Ensuite, ils vont changer de stratégie. Maintenant, ce n'est pas à la première augmentation. Ils vont tester la stratégie 2, de s'arrêter au premier changement de maximum. Donc, je peux tomber sur le B, c'est un maximum, mais ensuite tomber sur le D. Donc, si je m'arrête au B, je n'ai pas gagné. Donc, c'est au D, si je tombe sur le D, où j'ai gagné. Donc, ils vont repérer encore une fois les D. Ils ont 11 issues parmi les 24 possibilités d'organisation des boîtes. Et donc, la probabilité est de 11 sur 24. Donc, ils vont maintenant utiliser le tableur pour recenser la méthode 1 et la méthode 2. Et ensuite, ils vont comparer, faire pareil pour toutes les différentes démarches qu'ils ont présentées tout à l'heure, les démarches gagnantes. Ils vont calculer la probabilité à la main donc, de chacune. Donc, on voit bien que les meilleures semblent être celles d'arrêt sur augmentation, la deuxième, arrêt sur un nouveau maximum. Donc, ils ne vont pas se contenter de ça. Donc, ils annoncent que c'est les deux meilleures stratégies, mais ils vont faire deux choses simultanément et très intéressantes. C'est pour ça que j'ai mis cette présentation à la fin, parce que regardez bien, ils vont d'abord tester ces stratégies à l'aide de l'algorithme, mais ils ne vont pas s'arrêter à là pour dire que notre modèle fonctionne. Ils vont modéliser mathématiquement, mathématiquement cette première stratégie. C'est-à-dire, ils vont construire le modèle probabilistique qu'il y a derrière. Alors, comment ils font? Ils vont construire donc un algorithme qui va faire le dénombrement des boîtes. Le 24 qu'on a trouvé tout à l'heure, ils vont faire grâce à des listes sur Python. Et ils vont donc calculer la probabilité de tomber sur la boîte où il y a le maximum de stratégies. Donc, grâce à Python, ils vont tomber exactement sur la même probabilité. Donc, vous voyez que Python leur affiche la même chose. Donc, voilà. Ensuite, ils vont revenir à l'aspect théorique ou l'aspect, je dirais, purement mathématique. Ils vont revenir aux boîtes, ils vont les ordonner comme ça, de U1, UN jusqu'à UN. UN, bien sûr, c'est le maximum. Alors, donc, le UN, il peut être dans la boîte N, il peut être dans la boîte, je dirais, la boîte K. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont proposer la combinaison qui va leur permettre de trouver, ou la permutation, pardon, qui va leur permettre de compter les manières d'avoir
enfin, une augmentation. Ensuite, ils vont calculer pour chacune de ces possibilités. Ils savent qu'il y a n-k factoriel manière de disposer des valeurs restantes. Donc, ils vont donner en fait la formule qui va les aider à calculer les stratégies gagnantes ou les non gagnants. Alors, ils résument ça dans leur tableau ici. Donc, si UN se trouve en première position, donc c'est impossible. Donc, parce qu'on ne donne rien. Si UN, donc le maximum, se trouve en deuxième position, il donne le calcul. Si UN se trouve en troisième position, il donne le calcul, donc jusqu'à la position N. Et ils font tout le calcul. Donc, ici, ils modélisent maintenant, enfin, ils font le calcul, pardon, pour 5 boîtes. Ils trouvent qu'il y a 41 possibilités de gagner sur les 5 factoriels permutations possibles des boîtes. Donc, 41 sur 120, c'est la probabilité de gagner. Ils testent ça à nouveau sur Python et ils voient bien que la probabilité est la même. Donc, il y a une cohérence entre la probabilité théorique et ce qu'ils ont trouvé ici. Plus encore, ils passent maintenant à 1000 essais. Donc, ils vont calculer la fréquence de succès et ça avoisine aussi les 0,4, donc la fréquence ou la probabilité fournie par le modèle, qui était de 10 sur 24. Alors, pour perspective, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que nous allons réaliser un algorithme de dénombrement pour la stratégie 2, qu'ils n'ont pas eu le temps de finir, parce qu'ils ont la stratégie 1, je rappelle, c'était de tomber sur une première augmentation. La stratégie 2, c'était un changement de maximum. Voilà, mais quand même, ils ont fait l'algorithme et ils résument ici les probabilités de chaque stratégie. Donc, ils conjoncturent à la fin que la stratégie 2 est plus efficace que la stratégie 1 en regardant ces calculs ici. Ils n'ont pas testé le reste des stratégies mathématiquement parlant ou avec combinatoire ou avec Python, mais c'est une des perspectives qu'ils nous proposent. Donc, pour eux, ils ont bien répondu à la question mathématique qui était dans leur programme, dans leur sujet, pardon, et ça leur a permis de s'approprier pas mal de compétences. Voilà. Donc, maintenant en discussion, je vais vous présenter un tableau qui est tout à fait discutable. Donc, j'ai mis des étoiles sur le volet recherche et le volet TIS selon comment les élèves ont utilisé les différents processus relatifs à chaque volet. Donc, pour le volet sardine, si vous vous rappelez, ils ont opté pour le modèle des suites pour répondre à leurs questions. Ils n'ont pas fait l'effort de faire au-delà de ce qu'ils ont trouvé dans le modèle, mais par contre, ils ont réussi quand même à trouver la bonne réponse, et de un, et de deux, à respecter la démarche de recherche que nécessite toute recherche scientifique. Ils ont utilisé les TIS dans le sens où ils ont convoqué le tableur ou l'Excel pour représenter le phénomène d'évolution des deux populations et donc de voir à quel moment les deux populations pouvaient être égales, à quel moment. Voilà. Pour les feux de l'amour, c'était un peu plus intéressant puisqu'ils ont fait une démarche qui respecte encore une fois la démarche de recherche scientifique, et de un. Et de deux, ils ont commencé par un tâtonnement tout à fait classique. Ils ont dessiné des carrés sur un bout de papier, ils ont testé les différentes façons possibles et imaginaires de positionner les personnes et voir quelles sont les trajectoires qui peuvent répondre à la question. Ça n'a pas abouti. Ils ont eu recours à ce moment-là au TICE, donc au tableur au début, plutôt au programme Scratch, où ils ont fait un programme de placement de ces personnes de façon aléatoire, et de un, et de deux, qui pouvait se généraliser à plusieurs positions. C'est-à-dire, on n'avait pas que le carré qui était pris en compte, on pouvait généraliser à n'importe quel polygone. Donc, on avait autant de côtés, donc de personnes possibles.
Et ce qui m'a intéressé ou interpellé davantage dans ce sujet, c'est cette démarche tout à fait volontaire des élèves d'aller vers l'interpolation et l'utilisation de l'approximation polynomiale pour trouver le modèle mathématique qui représentait finalement ces trajectoires. Maintenant, pour l'arcade royale, c'est une démarche donc aussi enfin tous les sujets ont obéi à une démarche de recherche, mais qui a utilisé la modélisation par des fonctions affines pour présenter un peu les déplacements ou le placement de chaque brique et qui ont utilisé l'outil pour montrer un peu comment se positionnent ces briques. Alors, pour manger plus de pâtisserie, c'est assez intéressant parce que là, c'était aussi bien, l'aspect de recherche était bien ficelé. Ils ont mis toutes les démonstrations mathématiques possibles. Ils se sont surpassés pour aller jusqu'au combinatoire qui n'est pas encore de leur niveau en première. Et plus encore, ils ont utilisé le programme Python pour valider à chaque fois leur modèle et aller au-delà de ce qu'ils pouvaient modéliser à la main. Voilà. Donc, en conclusion, je dirais que sur le volet recherche, mettre en place un dispositif qui demande ou qui nécessite à l'élève de faire une recherche mathématique, ça développe impérativement, ça développe en fait les compétences disciplinaires proprement dites. Mais cette recherche est complétée ou je dirais assistée ou elle est il y a ce besoin que les élèves ont ressenti de se faire soutenir leur recherche en utilisant les TICE pour confronter, pour compléter, etc. C'est-à-dire que, en fait, je résumerai par dire que les TICE, en fait, mettent en place des processus, servent à instrumentaliser le travail à faire. Par instrumentaliser, je veux dire tout ce qui est visionnage, confrontation, validation, test, etc. C'est des processus au service de la compréhension et donc de l'appropriation des concepts mathématiques. Donc, c'est des processus finalement au service de la cognition. Je dirais même plus, c'est des processus, ces processus d'instrumentalisation, en fait, sont des processus au service de la métacognition, puisque l'élève évalue sa démarche. Il reconnaît grâce à ce qu'il voit, est-ce qu'il est dans la bonne voie ou non, est-ce qu'il doit changer, modifier, prendre en compte plus de choses ou pas. Donc, ça évolue son propre apprentissage. Et ça l'aide à se dépasser. Alors, en revenant à les quelques entretiens que j'ai pu avoir avec les quelques élèves, plus encore, donc au-delà de cognition et des métacognitions qui sont touchées par le TICE, l'articulation TICE recherche, on a ce sentiment d'assurance. Alors, les élèves reconnaissent que le fait d'utiliser les TIS et de TICE, de trouver le même résultat, pour eux, c'est une assurance. Et pour eux, leur travail est présentable devant un universitaire, devant un public. Pour eux, ils sont dans la bonne voie. Donc, ça joue même sur le volet, je dirais, psychologique. Donc, c'est un processus, je dirais, c'est une articulation au profit de l'apprentissage et plus encore au service du surpassement par rapport à son propre niveau. Donc, voilà, oui, j'oubliais quand même une chose qui n'apparaît pas dans cette recherche. L'usage de ces TICE va au-delà. Elle touche même le volet social, si je peux dire entre guillemets, de l'élève, puisque ça leur a même permis de collaborer en dehors de la classe. Parce qu'une heure par semaine, ils ont bien reconnu que ça ne leur suffisait pas du tout pour finir le travail dans les délais impartis. Donc, ils se devaient d'utiliser des outils de collaboration en ligne pour travailler. Donc, on développe même des compétences transversales, des compétences qui ne sont pas propres à l'école et qui servent justement ce processus d'apprentissage. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Voilà, Merci beaucoup, Siem. Très oui. bien. Donc, mesdames et messieurs, vous êtes invités à prendre la parole, prendre le micro pour poser vos questions. Ou alors à les poser par le chat si vous préférez. J'en ai une de question. Vas-y, Jean-Jacques.
Est-ce que, Safia, tu as pu est-ce que tu as pu différencier les résultats en fonction du niveau initial des élèves? Autrement dit, est-ce que les bénéfices en termes d'apprentissage sont égaux pour les élèves qui réussissent et pour les élèves en difficulté? Alors, cette recherche est encore en son état, je dirais, préliminaire. Il y a beaucoup de volets qui ne sont pas encore pris en charge. Et ce que je veux dire, c'est que les élèves viennent de leur plein gré à ces dispositifs. Ils choisissent de leur plein gré le sujet en question. Et il est vrai que ce n'est pas que les bons élèves qui viennent s'inscrire aux deux dispositifs, soit Matangine ou Matangé-là-bas. Mais ce qui l'expérience enfin, a fait ressentir, c'est que c'est les bons éléments qui vont mener l'équipe et c'est les bons éléments qui vont développer des choses intéressantes pour l'équipe. Ça ne veut pas dire que les autres réussissent moins, mais c'est vraiment des élèves qui sont en bon accord avec les mathématiques, si je peux dire les choses comme ça, qui viennent vers ces dispositifs. Ce n'est pas des élèves qui ont des difficultés en mathématiques qui vont venir. Hein. Donc, je n'ai pas fait des statistiques proprement dit pour appuyer de façon claire et nette et définitive ce que je dis, mais ma connaissance des élèves, c'est que c'est des élèves qui aiment les mathématiques qui viennent. Merci, Et Cyril. oui, effectivement, ça les aide. Et je dirais même qu'à l'intérieur même de l'équipe, l'appropriation de ces notions en mathématiques n'est pas la même. Parce qu'on sait très bien que dans un travail d'équipe, il y a toujours un meneur ou une meneuse, il y a toujours des élèves qui sont un peu à la traîne. Donc, c'est variable selon les sujets, c'est variable selon les équipes et c'est variable selon d'année en année. Donc, je ne peux pas dire que c'est toujours pareil, mais l'appropriation ne se fait pas de la même façon chez les élèves d'une même équipe. Merci, Siem, c'est très clair. Et une dernière petite question. Et tu as constaté des différences entre Andine ou Angela-Bas? Non, si ce n'est que les élèves dont Maton là-bas ont la contrainte qu'à la fin, ils ont une soutenance. Et c'est des élèves donc, qui vont jouer la première place, si je peux dire les choses comme ça. Et la motivation peut être... non, je ne pense pas qu'il y ait différence. Parce que même pour Matangine, ils sont très intéressés, d'autant plus que maintenant, il y a le grand oral au bac. Et ça leur apporte une expérience de participer à Matangine et à défendre une idée mathématique, à la présenter devant un auditoire, etc. Donc non, il n'y a pas de différence, je dirais. Merci. Ouais, je voudrais poser une question, Christian, si tu veux bien. Excuse-moi, il y a Mohamed Abdoali Ah bon, qui est ok. avant toi, Christian. Et moi aussi. Non, je n'ai pas de question. Je suis très admiratif du travail réalisé, surtout de la procédure. Et surtout, je suis très admiratif du fait que les enseignants apportent juste l'aide nécessaire, mais n'interviennent pas dans la résolution du problème. Et là, vraiment, je suis admiratif et je dis bravo à... On ne vous entend pas. Donc, Safia, merci. Merci, Mohamed. Safia? Micro. Merci beaucoup, Sirhem, pour cette intervention très riche. Alors, moi, j'ai deux questions. Il me semble, si j'ai bien retenu, que vous avez dit que les élèves se sont appropriés ces notions, bien que ces notions ne sont pas travaillées en classe de seconde, tout comme en France. Hein, on ne travaille pas les notions de suite ou de limite ou de proba ou de combinatoire. Les factoriels, d'ailleurs, n'existent plus dans le programme de terminale en France. Et donc, ma question, quels sont les éléments qui vous ont mis, qui ont été mis en évidence pour arriver à cette conclusion que les élèves se sont appropriés ces notions à travers le TICE? Et la deuxième question, lors des échanges des élèves dans l'intragroupe, quelles sont les langues ou les langues au pluriel qui ont été utilisées dans l'échange pour les uns et pour les autres?
pour les maths, de maths en djellaba et maths en jeans, peut-être. Voilà, donc c'est mes deux questions. Ok. Merci. Merci, Safia. Donc, je commencerai par la deuxième question. Donc, Oliad, c'est un lycée français donc, en Algérie. Donc, la langue utilisée, c'est le français. Donc, dans Math Djellaba, nous avons la richesse de faire intervenir donc, des lycées privés aussi, qui ont le label France, donc qui enseignent aussi le programme français au sein de leur établissement. Donc, c'est des élèves qui sont du LIAD et qui sont aussi, d'autres sont des élèves des lycées partenaires, donc des lycées privés. Donc, c'est des élèves mélangés. Donc, ils peuvent avoir une même équipe, on peut avoir des élèves du LIAD, des élèves d'El Malek, des élèves du Glycine, etc. Donc, la langue est la langue française, puisque tous ces élèves font le programme français. Pour la première question, comment on peut dire qu'ils se sont appropriés et comment on peut dire spécialement que c'est via les TICE. Donc, si je reviens, par exemple, je prends l'exemple des feux de l'amour, par exemple, le problème des trajectoires. Alors, les fonctions ou les polynômes ne sont pas du tout enseignés encore en seconde. On sait que c'est un programme de première et encore, hein, on n'aborde pas un polynôme de 13e degré. Donc, ils se sont, c'est en leur soufflant, je dirais, le principe qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'interpolation qui peut donner du sens à vos courbes, ils ont cherché d'eux-mêmes sur Internet, c'est quoi l'interpolation, à quoi elle sert, à quel moment on l'utilise, qu'est-ce qu'il faut pour l'utiliser, etc. Donc, ils ont fait des recherches, ils ont trouvé à quoi sert le principe. Ensuite, ils sont rendus compte qu'ils ne savent pas le faire. Hein. C'est pas évident pour eux d'aller faire des dérivés successifs et d'imaginer c'est quoi le polynôme qui va être engendré, etc. C'est pas encore du tout de leur niveau à ce stade-là. Donc, ils ont cherché encore sur Internet, est-ce que c'est possible de le faire via une application ou un logiciel. Ils ont trouvé cette application qui s'appelle Decode et ils ont cherché aussi, encore une fois, comment ce logiciel fonctionne. Ils ont compris qu'il fallait simplement intégrer les coordonnées des points de chaque des intervenants et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont intégré les coordonnées, ils ont eu la fonction et ils ont rattaché la fonction polynomiale donc là à la courbe. Donc pour eux, ils ont bien identifié, ils ont bien compris que la trajectoire a une fonction, a une équation en fait, et cette fonction représentait ce y en fonction de x, donc les différents déplacements des personnes. Donc c'est pour ça que je me permets de dire qu'il y a eu une appropriation de cette notion de fonction, de cette notion d'interpolation via les TICE. Voilà. Ok, merci bien. Donc, je vais donner la parole, je dis tout de suite à Christian Duhamel, et après à Nassima Zedek, à Marie-Pierre Galisson et à Carole Baheu. Nassima? Oui, ça va être très court. Oui, Ce qui m'intéresse, c'est la sociologie de ces équipes. Est-ce que il y a un leader ou deux leaders qui émergent petit à petit, qui mènent le reste de l'équipe un peu suiveur, comme on voit souvent quand il y a des mémoires de master à faire ou autre. Et est-ce que ce phénomène existe ou pas? Et est-ce qu'il dépend du nombre disons, de personnes, enfin d'élèves qui sont dans l'équipe? Est-ce qu'on peut l'éviter? Est-ce qu'on peut faire en sorte que ce soit vraiment un travail réellement collectif? Parce que c'est une question purement sociologique, hein, qui est assez commune à tous les groupes qui existent. Alors, il est vrai que dans la recherche, on parle beaucoup de styles d'apprentissage, les profils d'apprentissage, etc. Et on se dit toujours que choisir un certain profil et l'intégrer au sein de l'équipe, c'est dans un objectif de donner une dynamique certaine à cette équipe. Mais les deux dispositifs, je vous ai dit, repose sur le volontariat. Donc, les élèves viennent d'eux-mêmes, choisissent délibérément le sujet qu'ils pensent apprécier le plus et donc se retrouvent avec des équipes parfois qu'ils ne connaissent même pas.
surtout dans Matan Djellaba, où il se retrouve avec des élèves d'autres lycées qui ne connaissent même pas. Donc, et ensuite, effectivement, il y a toujours un leader qui va apparaître tout de suite, hein, dès la deuxième, troisième semaine. On les voit tout de suite et c'est eux qui vont mener un peu la barque à port. Et donc, oui, et c'est ce leader qui va tracer un peu le plan de la recherche et les autres vont suivre et qui va même plus au-delà, qui va peut-être dans certaines équipes, j'ai pu observer, qui va répartir les tâches. Donc, il va dire, un tel, toi, tu fais une recherche sur Internet, toi, tu vas voir la possibilité que cette démarche aboutit ou pas, toi, tu schématises, toi, tu résumes, etc. Donc, oui, il y a l'esprit de leader émerge et cette répartition des tâches émerge entre l'équipe. Et c'est ainsi qu'il fonctionne. Et est-ce que ce leader est toujours un garçon? Attendez, je me souviens. Alors, le problème des sardines, j'ai peur de répondre des bêtises. Je n'ai pas fait attention, mais je vais noter. Est-ce que c'est toujours un garçon? Je vais revenir à mes archives. Si vous voulez, vous pouvez me recontacter, je vous répondrai. Mais il y a autant de filles que de garçons qui s'inscrivent au départ, hein. Mais ensuite, il y a des abandons. Et est-ce qu'il y a plus de garçons qui restent que de filles? Samia Lazri dit que ce sont souvent des filles. Voilà, oui, Samia Lazri était avec moi dans Matan Djellaba. Voilà. Ok, merci Sihem, Mais c'est vrai merci qu'il faudra Christian. faire des statistiques précises, hein, quand même. Et donc Voilà. Nassima, Bonjour maintenant? Sirem. Bonjour Nassima, ça va? Ça va super. Dis-moi Sirem, toi qui as plus de recul justement, j'ai remarqué qu'ils utilisent les différents logiciels, mais par rapport à toutes tes années d'expérience, quel est le logiciel qui ressort le plus, avec lequel les élèves sont plus affinés? Ou alors est-ce qu'il y a plutôt aussi un effet mode? C'est-à-dire qu'au début, j'ai vu, ils ont utilisé Scratch en seconde. Puis quand tu parles de tes élèves de première, ils sont beaucoup plus vers GeoGebra et Python. Est-ce qu'il y a un logiciel préféré chez les élèves ou ce logiciel parce qu'il est plus facile à manier ou alors est-ce que c'est un effet mode? Alors, pour Scratch et Python, je commencerai par ça. Attention, après la réforme, la dernière réforme, on sait qu'au départ, on utilise dans le programme français donc Scratch au primaire et au collège. Et au début, il y a quelques années, on utilisait l'AlgoBox. Le Python, ça fait pas très longtemps qu'il a été adopté, on le sait. Donc ces élèves, si je reviens à ma présentation, c'est des élèves qui ont fait le sujet 2016-2017, je pense. Donc le Python, si je me trompe pas, donc il y a Yannick ici qui pourra me corriger sur les dates parce que je retiens pas trop les dates. Je pense que c'est à partir de 2016 qu'on a commencé à enseigner en seconde la programmation avec du Python. C'est bien ça, Yannick? Oui, c'était dans les toutes dernières promotions. Voilà, donc c'est Et pour c'était ça. intéressant, pardon, c'était intéressant Python dans ce qui a été montré tout à l'heure, justement pour les combinaisons, parce qu'il y avait des instructions qui permettaient de servir directement, de les passer en revue automatiquement, donc ils avaient besoin de rentrer dedans. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils ont utilisé du Scratch et pas du Python. Et en plus, même le Scratch qu'ils ont utilisé, c'était assez laborieux, c'était pas mal du tout. Maintenant, est-ce qu'il y a un logiciel préféré? Je dirais, ça dépend du sujet. Donc, il y a des sujets qui s'y prêtent plus en utilisant le tableur. Il y a des sujets qui sont en relation avec la géométrie. Donc, on est dans le GeoGebra ou tout ce qui est géométrie. Et quand on est dans les probabilités, le domaine, tout ce qui est probabilité, ils ont tendance à aller vers le Python Scratch. Donc, je dirais pas, selon les domaines. Donc, je généraliserai à dire selon les domaines à quoi appartient le sujet en question. Voilà. D'accord, merci Sirem. De rien. Merci. Marie-Pierre, alors? Oui, je prends la parole. Oui, justement, je me demandais un petit peu du côté des concepteurs. Est-ce qu'au départ, vous avez des idées un peu a priori sur les thèmes en lien avec les TIS qui vont justement être un peu prédéterminés?
est-ce que c'est pensé et dans quels objectifs et selon quels critères en fait? En fait, merci pour votre question parce que je me suis rendu compte que j'ai pas parlé, enfin j'avais oublié de donner une idée quand même qui me semble intéressante. En fait, dans tous les sujets de Matandine et Matandjilaba depuis le début, hein, tous les sujets, sans exception, en aucun moment, il y a eu une imposition ou une consigne ou un quelconque, quelque chose qui demandait à l'élève d'aller utiliser les TICE. Jamais ça n'a été annoncé ni implicitement ni explicitement. Donc, c'est vraiment un choix délibéré et surtout un choix stratégique parce qu'on se rend compte finalement, parce qu'on voit les résultats des élèves, que ça a été stratégique de leur part. Donc, c'est vraiment un choix délibéré de la part de l'élève. Donc, ce qui nous amène dans cette recherche qui est encore à développer, hein, je suis à un état très préliminaire, c'est que ce recours au TIS, finalement, permet le fait que c'est délibéré et voilà finalement l'élève où il peut arriver à ce surpassement qu'il affiche. Nous, en tant que praticiens du terrain, donc on est dans l'enseignement et la formation, finalement on se pose la grande question, c'est comment construire des situations didactiques qui vont faire que l'élève va avoir recours, que ce soit par la recherche ou par les TICE, il y aura recours à ces processus d'instrumentalisation qui va l'aider à dépasser son propre niveau. Donc, c'est ça, pour moi, cette recherche ouvre cette grande question. Comment construire des situations pour se surpasser en utilisant un TICE? Pas en utilisant, mais sans obliger les élèves, mais comment amener les élèves à se surpasser? Voilà. Donc, non, les concepteurs, ni les encadreurs d'ailleurs, hein, n'ont jamais demandé, ni directement ou indirectement, à l'usage des TIC. Jamais. Merci. Merci bien. Merci Marie-Pierre. Merci Sihem. Carole voulait faire une remarque. Oui, moi je voulais faire une remarque. C'est que tout ce qui concerne Matandjilaba, nous, au niveau des licences, des nouvelles licences qui doivent être effectuées dans l'enseignement en France, ce sont les licences par compétences. Et il y a ce que l'on appelle les situations d'apprentissage et d'évaluation. Et ça correspond tout à fait à ça, puisqu'on prend plusieurs ressources différentes. Ça peut être des recherches, et ils doivent rechercher des recherches sur Internet, des TICE. Ils peuvent partir un peu dans n'importe quelle direction. Et après, ils doivent nous montrer quelque chose. Et c'est tout à fait intéressant qu'ils puissent déjà pratiquer ce genre de choses en lycée ou voire en collège. Ça permettrait que nos étudiants aient moins de difficultés. La grosse différence par rapport à Matandjine, parce que moi je fais du Matandjine aussi, c'est que Matandjine, c'est sur la base du volontariat, et là, Siam, vous l'avez bien insisté. Nous, les SAE, c'est de l'obligatoire. Donc, et c'est là qu'on voit effectivement un leader, quelquefois. Je suis d'accord, c'est davantage des filles aussi qui sont leaders. Et ça, je pense que c'est important. Et pour les futurs élèves après, parce que ils auront moins de mal après sur les licences qui appliquent les situations d'apprentissage et d'évaluation, et tous ceux-ci qui vont partir en but, donc les bachelors universitaires de technologie, enseignement DUT, parce que là, eux, c'est en plus complètement obligatoire avec rien sur la première année. Cette année, ils vont faire entre 4 et 6 SAE. Donc,
c'est intéressant. Merci, Carole. Il y a Jamila Merhebi qui demande donc en écoutant la conférence, on voit bien l'intérêt des TICE dans les ateliers de recherche. Est-ce que c'est le seul moment où les élèves l'utilisent? Alors, est-ce que c'est le seul moment? Je ne comprends pas. Bonjour, excusez-moi, oui, est-ce que c'est le seul moment où les élèves font usage des TIS? Migarbi Jamila Duliad, du laboratoire de mathématiques Maurice Audin. Bonjour Jamila, merci de préciser ta question, je ne comprends pas trop le sens. J'ai dit, on voit bien l'intérêt, c'est-à-dire que ça apporte beaucoup, ça apporte beaucoup au niveau cognitif, ça apporte beaucoup au niveau de la dialectique individu-groupe. On a bien vu à travers les différents sujets que vous venez d'exposer. Ma question est donc, est-ce que les élèves utilisent justement les TIS à un autre moment, autre que les ateliers de recherche, dans leurs études, dans leurs cours en classe, etc. En mathématiques, en physique, je ne sais pas moi. Est-ce qu'il y a eu des études dans ce sens-là pour l'utilisation des TIS? Ah, des études de recherche, c'est ça? Je crois à ces élèves-là, est-ce qu'ils avaient été sensibilisés au TICE Pas uniquement ces élèves-là, les élèves d'une manière générale. Est-ce qu'ils sont familiarisés à l'utilisation, est-ce qu'ils ont l'habitude de penser, disons qu'on pose un programme, je ne sais pas moi, par exemple en troisième ou en seconde, on fait bien la résolution de problèmes. Est-ce que les élèves viennent spontanément proposer de résoudre le problème en utilisant soit GeoGebra, soit Scratch, soit est-ce que ça vient couramment dans un autre moment, autre que dans les autres ateliers de recherche? Alors, on sait très bien que l'usage des TICE est dans le programme. Donc, les élèves commencent dès le primaire à utiliser ce genre de logiciels et d'applications. Donc, ils viennent déjà à ces ateliers avec des prérequis numériques, je dirais. Et donc, la preuve, donc, ils ne sont pas orientés ni par l'universitaire, ni par l'encadreur. Il ne leur dit pas « allez utiliser tel logiciel ou tel logiciel ». C'est eux d'eux-mêmes qui proposent, qui testent. Ça marche parfois, ça ne marche pas parfois. Ils changent de logiciel, ils changent carrément de stratégie. Il y a eu, dans l'histoire de Matandji et Matadjelaba, des recherches où ils n'ont pas eu usage du tout au TICE. Ils ont simplement fait une démarche mathématique pure et dure, simplement. Maintenant, est-ce qu'ils les utilisent en dehors de ces ateliers-là? Je dirais dans leur processus, dans leur parcours au lycée, bah oui, c'est obligatoire maintenant. Maintenant, sur le plan de la recherche, est-ce qu'il y a eu des recherches sur cet usage? Oui, il y en a eu plein. D'ailleurs, tout à l'heure, on en parlait avec M. Merca, donc des travaux de Lectruche qui a fait énormément de travaux sur l'usage des TICE dans l'enseignement, dans la formation des mathématiques. Et pas que, il y a plein de chercheurs qui utilisent ça. Donc, je vous invite même à voir ma thèse de doctorat qui, moi particulièrement, j'ai ma thèse portée sur l'impact un peu des dispositifs d'enseignement en ligne dans la formation des formateurs, où j'ai modélisé un peu les différents processus d'apprentissage, comment ils sont impactés justement par l'usage de ces TICE et comment le profil évolue. C'est pas l'impact, je voulais savoir, parce que j'ai compris que, d'après ce que j'ai compris, effectivement, dans un atelier de recherche, les élèves, parfois, étant donné le sujet est vraiment dans le domaine extra-mathématique, donc ça les aide énormément d'utiliser du moins ça leur facilite la tâche d'arriver donc à apporter des outils mathématiques qui commencent par l'usage des TIS. Et donc, je voulais savoir, justement, ce n'est pas sur l'impact, ça, on sait parfaitement qu'il y a eu des impacts, mais au quotidien, les élèves, est-ce qu'ils ont cette réflexion-là? Est-ce qu'ils ont cette démarche? Est-ce qu'ils ont cette démarche, les élèves au quotidien,
voilà, vu la longue expérience que tu as dans ce domaine-là, est-ce que les élèves au quotidien ont cette démarche vers l'ETIS, d'utiliser spontanément l'ETIS pour résoudre les problèmes? Je n'ai pas fait de recherche dans ce sens-là ou de test. Je ne peux pas répondre de façon définitive. Merci. Voilà, je Merci, préfère merci m'abstenir. beaucoup. Merci, oui, merci. Merci bien. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, je veux bien. Si ça va, si j'ai encore le temps. Oui, vas-y, Yannick. Il y a une autre... Après, il y aura une autre question de Samia Lazri. Oui, Siem, une question par rapport à la recherche, justement. Est-ce que tu as une idée précise de la direction où tu veux aller avec ce terrain-là, des ateliers chercheurs? Sur le plan recherche? Voilà, pour ta recherche à toi, quel cadre tu souhaites utiliser pour aller plus loin dans ta recherche? Tu as dit que c'est un peu le début. C'est vrai que maintenant que au niveau le laboratoire Odin a un peu pris le relais, c'est un peu pérennisé, donc tu te concentres sur l'aspect recherche. Est-ce que ça s'est clarifié ou tu es encore en train de te demander vers où tu vas? Ben, honnêtement, j'aimerais bien identifier les processus aussi bien social, mais aussi didactiques qui se mettent en place et bien construire pourquoi pas une typologie de ces processus afin de savoir quelles sont un peu les variables dépendantes et indépendantes qui s'articulent pour générer des compétences telles ou telles par rapport à chaque sujet. Donc la démarche que je compte faire, j'ai identifié pour chaque sujet quelles sont les compétences mathématiques qui se cachent derrière. Et à partir de là, voir par rapport à mettre un barème et voir un peu comment les élèves quelles sont les démarches, comment ils ont réussi à atteindre cette compétence et cette compétence et par quels moyens. Donc à identifier exactement chaque compétence, comment elle a été atteinte et par quels moyens et quelle articulation. Voilà. D'accord, merci. Et juste pour finir, est-ce que tu as une idée du cadre théorique que tu veux utiliser ou tu veux t'appuyer sur quel genre de recherche antérieure, par exemple, dans ton domaine, hein, dans les TIS? C'est une recherche qui s'applique sur le terrain. Donc, il y aura une analyse de documents à confronter impérativement par des questionnaires, enfin des entretiens avec ces élèves qui ont participé, à condition d'arriver à les saisir, à faire une analyse des programmes afin d'identifier ce que je viens de dire, les compétences, et voir comment les choses se construisent. Voilà. J'ai D'accord. pas encore, je dirais, je suis pas encore arrivée tout à fait à dessiner le cadre définitif de cette recherche. Je suis vraiment au début et j'ai pas peut-être profité dès le début parce que ça date de 2015. J'ai pas eu tout de suite l'idée de rentabiliser un peu toutes les données que je récoltais grâce à ce Oui, dispositif pour les exploiter dans un cadre recherche. Je oui, peux, oui, voilà. l'objectif, c'était de lancer au départ, hein, c'est toi qui Ouais, as voilà, c'est de lancé lancer, de pérenniser avec toutes les difficultés qu'on a eues, tu te rappelles bien. Donc maintenant, oui, je suis en train de mettre devant moi, sur la table tout ce que j'ai pour voir un peu comment articuler tout ça et comment pouvoir étudier tout ça. Voilà, D'accord, c'est la phase exploratoire. Merci beaucoup. exact. Merci. Merci bien. Une dernière intervention de Samia Lazri. Oui, merci. Voilà, Sihem, comme on a travaillé pendant 5 ans avec Matan Djellaba, sachant que les élèves, c'est des élèves de seconde, ma question était, est-ce qu'on retrouve certains élèves qui ont participé à Matan Djellaba en première, qui participent à Matan Djellaba? Est-ce Oui. qu'ils ont pris goût sur ça, justement, sur la recherche? Oui,
Tout à fait. Voilà, c'était. Tout à fait. Il y a des élèves, bon, je ne dirais pas la totalité, mais il y a des élèves qui ont fait en seconde maths en djellaba et qui sont revenus en première pour faire maths en jeans. Donc, je l'ai bien dit, c'est des élèves en général qui viennent de leur plein gré, et c'est des élèves qui aiment les mathématiques qui viennent. Très bien, merci. J'ai pas vu la main levée d'Abdo. Donc, Abdo, si vous voulez poser une question, vous êtes le bienvenu. Oui, merci beaucoup. Je suis vraiment, par rapport à ce que Siham nous a projeté aujourd'hui, et par rapport aux activités que nous menons ici à Djibouti avec les révisions de curricula, nous nous retrouvons un peu surtout avec la TICE, les TICE qui sont un outil, même si ce n'est pas au niveau de recherche, on n'en parle pas ici, mais on a remarqué que ça donne effectivement un appui très conséquent dans les apprentissages des élèves. Les variétés, des ressources. Nous, ce que nous faisons ici, on l'a appelé démarche d'investigation. On le fait par quinzaine avec les élèves. Les dispositifs, peut-être au niveau d'organisation des élèves est le même, mais au niveau des activités mathématiques, on tend un peu à ce que Madame Siam nous a projeté aujourd'hui, et on voit vraiment l'effet du TIS dans les apprentissages. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Très bien. Merci. Est-ce que vous avez quelque chose à répondre, Sihem, ou bien je clôture? Non, il n'y a pas eu de question, non? Très bien. Ce n'était pas une question, effectivement. Oui. Donc, merci à toutes et à tous. Donc, Christian, tu voulais… Non? Quelqu'un qui voulait parler, oui. Qui voulait parler? Allez-y. S'il y a quelqu'un qui veut poser une autre question, dernière question. Tu m'entends? Tu m'entends? Très bien. Oui, c'est juste un petit truc. Je saute sur l'occasion parce que Abdo me dit qu'il est à Djibouti. Il se trouve qu'on a un envoyé, si on peut dire, d'Animat en ce moment à Djibouti qui va chercher à monter. Alors, si Abdo veut bien m'envoyer un mail avec ses coordonnées, alors je les donne tout de suite. DUHACHRI @orange.fr. Je répète, DUHACHRI@orange.fr, et je suis preneur de ces coordonnées à Djibouti et je le mettrai en contact avec notre représentant. Vous pouvez répondre DUHACHRI. DUHACHRI, comme Duhamel Christian. DUHACHRI @orange.fr. Excusez-moi d'intervenir. Non, tu fais très bien. Vous pouvez le partager également dans la discussion, comme ça, il y aurait moins de risques d'erreur. C'est tout à fait ce que j'ai fait. Je mets ça tout de suite alors. C'est ce que j'ai fait déjà. Okay. Ah, d'accord. D'accord, voilà. Tu fais très bien. Excuse-moi, Christian. Il n'y a aucun problème. Nous sommes là pour créer un réseau de gens qui s'entendent bien. Donc, tout va bien. Merci encore à Sihem pour son exposé. Et donc, merci à toutes et à tous d'avoir participé. Et donc, je vous souhaite un très bon mois de décembre et de bonnes fêtes de fin d'année. Pour se retrouver le vendredi 2 janvier, alors ça ne sera pas le premier parce que c'est un peu trop près des fêtes de fin d'année, et ce sera le vendredi 14 janvier 2022, où nous aurons la joie d'entendre un exposé de mathématiques et d'enseignement des mathématiques, donc d'un niveau quand même assez… qui n'est pas le niveau du primaire, on va dire. Donc, c'est Daniel Perrin qui parlera de la géométrie, puisque c'est un géomètre, le programme d'Erlangen, groupe, transitivité et invariant, de la théorie à la pratique. Vous pouvez trouver le résumé sur la page du Séminaire international des IREM. Et donc, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin d'année. Et j'arrête l'enregistrement.